Bonsoir, soyez les bienvenus en ce mardi soir sur Watch TV. C'est l'heure d'iWeek, il est 20h, 21h, c'est toute l'actu Apple en live. On est en direct comme quasiment tous les mardis soirs. Je suis très heureux de vous retrouver en ce mardi donc de la mi-février, un moment charnière. On est à quelques jours du début d'un salon très important, le Mobile World Congress à Barcelone, où Watch TV sera présent massivement. Et puis il y a une très grosse actu dont on va parler ce soir avec deux des visages que vous connaissez et qui sont de retour ce soir. Je suis très heureux de les accueillir. Alors Guillaume, il faudrait que tu t'avances un peu parce qu'on te voit tout petit. Bah oui, tu es beaucoup plus grand que ça en fait, hein. Et si tu ne rouvres pas ton micro, eh ben on ne t'entendra pas du tout de la soirée. C'est pas vrai, vous allez quand même m'entendre par la pensée. Voilà, Guillaume Jette. Salut Guillaume, ravi de te retrouver. Mais moi de même. On va rappeler que tu es Mac Guru consultant, et développeur. voilà, Mac Guru. Voilà. Consultant Apple et d'autres choses sympathiques. Voilà, dans l'univers Apple depuis de très nombreuses années. Tellement vieux. Hein 94. Voilà, 94. On dira pas ton âge par respect. 39, voilà. J'ai aucune honte. Hein. Bon, par respect, je voulais pas le dire. Bon, c'était surtout pour rire. Et puis également avec nous, le rédacteur en chef de MacPlus.net, c'est Gilles Dounès. Salut Gilles. Salut Benjamin. Bonjour. Bon, écoute, Guillaume. Pareil, ravi de te retrouver. Ravi de te retrouver en ce mardi soir avec une actu très très chargée. Alors, Benjamin, juste un truc en fait pour la petite histoire. En fait, je suis né 8 jours après Apple. Apple est né 1er avril 76 et je suis né le 9 avril 76. D'accord. Et bah si tu veux jouer à ça, moi je suis né 4 jours après Steve Jobs, mais 4 ans plus tard. Voilà. Voilà. Bon, ça compte moins, c'est sûr. Hein. Ça compte moins. Bon, alors au sommaire de ce 19e numéro d'iWeek saison 2, le mystérieux séjour de Tim Cook en Bavière. Vous saurez ce que le patron d'Apple faisait ces jours-ci du côté d'Augsbourg. La victoire. Faire du ski. Wow. Oui, non, pas seulement. Au programme aussi la victoire, et j'en suis, des quelques 38 000 signataires de la pétition pour exiger qu'Apple répare à ses frais les MacBook Pro affectés par le fameux bug des processeurs graphiques Nvidia. Il fallait changer toute la carte mère, opération facturée plus de 600 €. Alors certains d'entre vous ont déjà payé, vous allez pouvoir vous faire rembourser, on va vous dire comment. Et puis pour ceux qui ont attendu comme moi qu'Apple assume ses responsabilités, eh bien on va aussi vous expliquer comment faire pour que votre MacBook Pro soit pris en charge gratuitement et réparé. À la une, toujours dans iWeek, l'Apple Watch évidemment, puisqu'on compte désormais en semaine. Les Apple Store d'ailleurs se préparent à l'arrivée de la montre connectée d'Apple. Des exemplaires d'Apple Watch sont déjà dans les Apple Store en France. Alors pas pour les clients, pas encore, mais pour certains employés triés sur le volet qui font apparemment des jaloux. L'objectif, c'est qu'ils puissent s'y habituer. Voilà, il paraît même qu'ils la portent au poignet à certains moments. Et donc si vous allez dans les Apple Store, gardez l'œil ouvert. Et puis il serait déjà près de 200 à travailler sur le projet à Cupertino. Cette fois les gars, on ne parle ni d'un Mac ni d'un iPhone, mais d'une voiture, une voiture électrique et autonome. Le rêve de Steve Jobs, enfin, a un nom de code, c'est Titan, et l'objectif, ce serait 2020 au plus tard. Voilà le programme, et encore, ce n'est qu'un tout petit aperçu de ce dont on va parler ce soir dans iWeek. À tout de suite. Voilà, actu très très chargé les garçons. Alors on va quand même faire un petit clin d'œil à notre père bien aimé, qui aurait eu 60 ans aujourd'hui. Hein, quand même, jour important pour toute la communauté Apple, les amis, n'est-ce pas ? Eh oui, c'est un triste anniversaire d'une certaine façon. Bon, c'est vrai que c'est un peu triste. Il a beaucoup donné à cette entreprise. Il a presque tout donné, on va dire, à son entreprise. Et puis, je pense qu'aujourd'hui, il l'a quand même mise entre de bonnes mains et que ça marche plutôt pas trop mal, quoi. Donc c'est plutôt une bonne chose. Voilà. Donc mais c'est vrai qu'on peut que se dire qu'est-ce qu'il aurait pu faire encore s'il avait pu avoir plus de temps.
Ouais. Justement, peut-être qu'en parlant de la voiture tout à l'heure, on reviendra sans doute sur l'un des projets dont il rêvait. Gilles, cet anniversaire de Steve Jobs, 60 ans, il aurait eu aujourd'hui, comme dirait Yoda. Voilà. On pense tous à lui et on voulait commencer cette émission qu'on dédie à Steve Jobs par cet hommage. D'ailleurs, vous avez vu le tweet de Tim Cook qui très justement aujourd'hui se souvient de Steve, et de lui il sort cette citation: la seule manière de faire de grandes choses, c'est d'aimer ce que l'on fait. Voilà, on peut tous être d'accord et s'en inspirer. Alors à propos de Tim Cook, eh bien, on l'imagine toujours à Cupertino, mais pas du tout. Tim Cook est aussi en Europe de temps en temps, et il était très récemment, ces jours-ci, en Allemagne. Est-ce que vous avez suivi ce voyage, les garçons ? Pas du tout. Pas du tout. Gilles, je suis sûr que tu sais ce qui s'est passé en Allemagne pour Tim Cook. Enfin, le voyage d'hiver, c'est plutôt Schubert, c'est pas Tim Cook, mais bon, il faut savoir que le verre qui est utilisé pour les iPhones est fait par une entreprise. Avant, le Gorilla Glass était fait par des Allemands. Les écrans résistifs, pas résistifs, mais au contraire capacitifs projetés, était fait en collaboration avec conçu par les Allemands. Et je crois que Tu remontes loin là. Oui, en 2007. Mais Apple remonte toujours très très loin et très fidèle. Quand ils ont un fournisseur qui leur convient, ils le gardent, ils font en sorte de nouer des relations de confiance avec lui. Alors je crois que les verres de l'Apple Store, l'escalier en particulier, est fabriqué également en Allemagne. Voilà Gilles, on y vient. Cette entreprise s'appelle SEAL, elle est basée à Augsbourg, donc en Bavière. Alors c'était pas du tout pour aller voir les châteaux de Louis II que Tim Cook est passé par la Bavière. Non, c'est rien, ça se trouve c'était un prétexte. C'était peut-être un prétexte, mais on le voit sur ce tweet donc, qu'il a envoyé. Il est venu se rendre compte par lui-même de la fabrication des immenses panneaux de verre qui vont servir à recouvrir le campus, le nouveau campus d'Apple, le vaisseau spatial circulaire en construction à Cupertino. Et ces panneaux de verre, ils sont pas du tout fabriqués sur place aux États-Unis, mais ils vont venir d'Allemagne. Alors, je ne sais pas si vous imaginez la cargaison que ça va représenter. Mais voilà, le patron d'Apple a fait le déplacement pour. Alors j'ai l'impression qu'il est venu assister à la fin de la fabrication des derniers panneaux. Il y en a 2400, sachant que de mémoire, ils mesurent plus de 12 mètres de long chacun. C'est du verre incurvé. Enfin, c'est quelque chose d'assez. Pas pour l'Apple Watch, définitivement, apparemment. Qu'est-ce que tu dis, Guillaume ? C'est pas pour l'Apple Watch, définitivement. Non, c'est ça. C'est pas tout à fait. C'est pas tout à fait le même format que pour l'Apple Watch. Et d'ailleurs, à propos de cette visite, vous voyez, la visite de Tim Cook, elle fait la une du site de Die Welt, le grand quotidien allemand, voilà, avec un reportage photo assez complet sur l'inspection des panneaux par le patron d'Apple. Je ne serais pas surpris que Tim Cook après fasse un détour par Londres ou par Paris dans les jours qui suivent, parce que s'il passe en Europe, ce genre de dirigeant ne s'arrête pas normalement que dans un pays, sauf cas extraordinaire. Et à mon avis, ce serait pas impossible qu'il y ait des petits passages de Tim Cook en France ou ailleurs en Europe ces jours-ci. Mais là tu parles sous le. Je parle sous le. Tu bénéficies d'indiscrétion ou de. Ah non, j'en sais rien du tout, mais je suppose, parce que souvent c'est comme ça. C'est quand ils font les big boss d'Apple, quand ils font un passage dans une région, il faut pas que dans si tu veux, c'est économique. C'est aussi une question économique. On essaie de condenser tous les trucs sur 1 ou 2 journées ou sur une semaine. On essaie de faire tous les pays qu'on peut, les gros pays, on va dire. Voilà. C'est sûr on sait depuis qu'il a mis l'un de ses déjeuners aux enchères que le temps de Tim Cook est extrêmement précieux. Vous vous souvenez de la somme, je crois que c'était quoi, de l'ordre de $100,000, c'est ça, pour déjeuner avec ça, ouais. Quelque chose de faramineux. Alors justement, tu as tout à fait raison, Guillaume. C'est vrai que l'actu d'Apple en Europe est assez importante en ce moment, puisque on a appris ces jours-ci qu'Apple allait investir l'équivalent de $2 milliards dans 2 data centers en Europe.
Alors bon, malheureusement, la France n'est pas concernée, hein, puisque ces deux data centers seront situés l'un à l'ouest de l'Irlande, l'autre au centre. Benjamin, du c'est Danemark. quoi un data center? C'est quoi un data center, Benjamin? Eh ben voilà, justement, Guillaume, c'est quoi un data center, Guillaume? Je laisse Gilles répondre à cette question. Ah là là, la patate chaude. Bon, c'est un gros, comment dire, une série de gros quadrilatères dans lesquels on met des petits quadrilatères et dans lesquels on empile des serveurs les uns à côté des autres. Comme ça? Dans des armoires. Des placards. Des placards, ou pas des placards d'ailleurs, puisque maintenant tout le truc est de les orienter de telle façon qu'on a des couloirs d'air chaud et des couloirs d'air froid pour optimiser la consommation électrique. Et c'est bien ce qu'ils ont l'intention de faire. Alors pourquoi pas en France? Parce que à moins de la mettre dans l'île d'Ouessant et de tirer un énorme câble de fibre optique, ils avaient besoin d'endroits où il y ait beaucoup de vent pour faire tourner des éoliennes de manière à avoir de l'énergie 100% verte. L'idée, c'est que les data centers soient alimentés par de l'énergie renouvelable à 100%, hein, c'est ça? À 100%, que l'empreinte carbone soit la plus faible possible. Et donc c'est précisément le cas de la côte ouest de l'Irlande. Et le second est au Danemark, pour des questions de réfrigération, je pense, dans la mesure où il fait très froid l'hiver et il n'y a pas besoin de mettre en place un système de refroidissement alimenté à l'électricité. Il suffira de faire rentrer de l'air froid de l'extérieur et l'air chaud dégagé par les machines sera réutilisé pour le système de chauffage de l'environnement. Au-delà du fonctionnement du data center, qu'est-ce que ça indique sur, on va dire, les projets d'Apple en Europe? Qu'est-ce que Ils ont des gros projets pour tout ce qui est service. Et la question qui se pose, c'est à quoi ça va servir? Voilà, c'est ça. C'était ça, en fait, le fond de la question. Guillaume. Et on revient à toi, Gilles, Guillaume. De toute évidence, il y a déjà allégé la charge des serveurs américains ou ailleurs par tous les services d'Apple qui sont de plus en plus nombreux, que ce soit iCloud, que ce soit iTunes, Store, l'App Store, enfin tout ça demande beaucoup de machines, d'énergie, de bande passante. Et s'il faut à chaque fois aller chercher des informations de l'autre côté de l'Atlantique, c'est un peu compliqué. Donc là, le but va être de répartir la charge. Ça va permettre à Apple. Alors, je dis ça en même temps, il y a déjà une répartition de la charge, puisqu'Apple s'appuie sur ce qu'on appelle les CDN, donc des fournisseurs en fait de contenu qui vont permettre d'alléger la charge d'Apple et de répartir équitablement cette charge également en Europe. Mais ça va permettre à Apple d'être plus autonome en fait sur justement la gestion de son information et d'éviter de trop se reposer sur des prestataires externes, je pense. Ouais. Et peut-être qu'évidemment ça peut aussi annoncer d'autres choses, on ne sait pas. Gilles, pour toi, c'est un investissement stratégique. Voilà. Qu'est-ce que ça va changer concrètement pour nous? On l'attendait de toute façon, puisque dans la mesure où ils en ont mis un sur la côte Est et un second, deux même, sur la côte Ouest, ça voulait dire qu'ils essayaient de se rapprocher de leurs clients au fur et à mesure que leur offre montait en puissance. Alors, soit ce sont des nouveaux devices qui vont proposer d'autres services, soit c'est un élargissement de l'offre d'hébergement dans iCloud. Je crois que je parle sous le contrôle de toi, Benjamin, et de Guillaume. Je crois que c'est 5 ou 10 gigas gratuitement. 5 gigas. 5 gigas. C'est 5 gigas gratuits et 20 gigas à 99 centimes de mémoire. Et donc on peut éventuellement penser qu'ils vont augmenter ça. Sinon, il y a d'autres devices qui doivent être en préparation, ou d'autres services. On pense aux données Apple Pay. Ah. Et puis les services associés à la montre éventuellement, ou d'autres choses, on n'en sait rien. Ils ont dit qu'ils avaient des choses dans le pipeline. Alors justement... Bien sûr qu'Apple Pay, un petit truc, je pense pas qu'Apple Pay soit la chose la plus lourde pour Apple à gérer. Même si la quantité d'informations peut être importante, ça représente pas beaucoup de stockage, puisqu'en fait ce qui est transmis, ce sont des tokens, en fait ce sont des informations temporaires, et ce sont des informations très, très limitées en termes de taille. C'est du chiffre, c'est des petites informations finalement. Donc je pense pas qu'Apple Pay justifierait la mise en place d'un gros data center, même si ça se développait un peu.
la quantité d'informations gérée par un système comme Apple Pay serait pas si importante que ça pour, à mon avis, pour justifier un data center complet rien que pour ça, par exemple. Sachant qu'il y en a donc deux en prévision. Horizon 2017, hein, donc c'est pour dans 2 ans. Bah, c'est court, hein, cela dit. 2017, c'est quasiment demain en termes informatiques. Mais juste pour revenir sur Apple Pay, Gilles, avant de te passer la main, Apple Pay, justement, on sait que le dossier avance en Europe à vitesse grand V, puisque Visa vient d'annoncer que son système sera prêt pour Apple Pay dès la mi-avril, donc on va dire dans la foulée de la dispo de l'Apple Watch notamment. Et on a aussi appris par la voix d'un des responsables de Visa en Europe qu'il y a bel et bien un accord sur la monétisation entre Apple et Visa autour d'Apple Pay. Donc clairement, là, il y a un objectif quand même d'être prêt très rapidement. Et voilà, les Européens vont sans doute pouvoir payer avec leur iPhone sans contact très très vite. Hein. Ouhou. Il faut savoir qu'aux US, sur les 3 premiers mois, sur $3 dépensés en paiement sans contact, $2 ont été dépensés via Apple Pay. Déjà. Oui, non, mais 2 sur 3, c'est pas étonnant. Le succès d'Apple Pay se fait par sa simplicité d'emploi. Et comme d'habitude, là-dessus, Apple, elle a bien mis les briques, petit à petit en place sans se presser. Et puis quand il a fallu que ce soit prêt, elle a dit on y va. Et d'un seul coup, tout a marché, tout a bien marché, quasiment, on va dire. Donc c'est un système qui fonctionne, c'est un système qui met une grosse épine dans les pieds des commerçants. Par contre, style Walmart, on s'en a déjà parlé, je crois. Puisque eux préféraient se débarrasser des organismes de cartes bancaires parce que ça les arrange pas, ça leur coûte cher, tout ça. Mais la pression d'Apple est très forte et je sais pas ce que ça va donner d'ici quelques temps, mais c'est intéressant. Enfin, ce qui est en train de se passer au niveau du paiement sans contact est très intéressant. Gilles, on va revenir vers toi avec un sujet qu'on peut lire sur macplus.net. C'est l'arrivée d'iPad, arrivée assez massive dans les Landes. Explique-nous. Oui, dans l'éducation, il y a eu des expériences qui sont faites traditionnellement au collège, à la suite de ce qui s'est fait depuis 2001 avec les premières expérimentations d'un collégien et avec une machine, un ordinateur portable. Et là, on passe à des choses beaucoup plus systématiques et on descend. Alors, les Landes avaient été pionnières. Dès 2002, ils avaient fait un essai, mais avec du PC et pas de Wi-Fi. Et le résultat était un peu mitigé. Là, c'est une communauté de communes. C'est à l'échelle d'une communauté urbaine, sauf que c'est un territoire rural. Et ils n'ont pas mis la charrue avant les bœufs, comme on a fait en France souvent, en mettant des appareils, que ce soit des ordinateurs ou des tablettes, avant de préparer les choses. Ils ont mis d'abord les infrastructures au niveau des écoles, ils les ont connectés, ils ont mis ensuite des tableaux interactifs pour les enseignants, et ensuite ils ont déployé les devices. Alors il y en a, pour l'instant, c'est au niveau du CM1, CM2 et CE2, et il y en a 2250 de mémoire. Il devrait y en avoir 4000. C'est le premier déploiement comme ça à cette échelle en France. Et ils ont même eu le deal final a été validé par Cupertino parce qu'ils ont fait un vrai gros effort au niveau du prix, au niveau de la formation et de la maintenance. Et tout le monde est ravi, que ce soit les enseignants qui l'ont adopté, les élèves, le temps de concentration a doublé par rapport à une séquence pédagogique ordinaire qui est de 20 minutes, et ordinairement. Et puis le DSI lui-même est ravi parce que ils font l'installation le directeur des services informatiques. Voilà, qui fait le développement, qui s'occupe de la maintenance. Une fois que c'est fait, il s'en occupe plus. L'expérience à 18 mois. Ils n'avaient pas communiqué jusqu'à présent sur le fait que c'était de l'iPad.
Et donc là, ils commencent à lâcher un peu des informations. Ils sont vraiment ravis. Ils reviendraient pas en arrière. Mais... Ce sont des iPads mini ouais. Qui conviennent beaucoup mieux aux petits doigts, aux petites mains, au format des élèves Puis c'est moins cher. Des élèves d'école primaire. Et puis c'est moins cher, mais aussi le format est beaucoup plus adapté. On n'est pas en plein appel d'offres au niveau de l'éducation nationale, justement, sur des tablettes pour l'éducation, avec Arcos notamment, qui est dans Pardon, excuse-moi. Oui, mais Arcos était justement dans la boucle, là, ouais. Enfin, a participé à l'appel d'offres, et bon, ça c'est off the record, ils étaient assez fumasses de pas avoir été pris. Le problème, c'est l'OS et la compatibilité, l'interopérabilité avec tous les outils. Là, Apple est arrivé à la grande surprise d'ailleurs du responsable, et il le dit dans l'interview. On a fait un appel d'offres rigoureux, on a ouvert les enveloppes, et à notre grande surprise, c'était Apple qui était devant. Ouais. Alors déjà, quand même, petite remarque, hein, j'ai regardé le sujet sur Mac+, là, tu n'as quand même pas noté le point le plus important de l'histoire, c'est que la communauté de communes, c'est donc Marraine Adour Côte Sud, dont l'acronyme est MAC. Max, c'est quand même joli. Bien joué. Franchement, bien joué, les gars. Ils ont fait un bel effort. Non, c'est du Samsung, hein, les écrans et les ordinateurs qui pilotent les écrans interactifs. Donc rien ne vous échappe, c'est bien. C'est pour ça petite que réflexion par je vous aime. Alors, petite réflexion par rapport à ça aussi. Ça me fait marrer quand tu dis que Arcos c'était fumasse. Bah oui, parce qu'évidemment, les entreprises françaises aiment bien voir la préférence nationale sur ce genre de projet. Et se disent que le gouvernement pourrait faire un petit coup de pouce. J'aimerais juste rappeler quand même le précédent du plan informatique pour tous dans les années 80. Ah, Thomson. N'est-ce pas? Avec le choix de la préférence nationale de Thomson, qui a donné le succès qu'on connaît. Et je ne sais pas si vous savez quand même qu'à l'époque, il me semble que c'était Steve Jobs lui-même qui était venu en France. Absolument. Qui avait rencontré François Mitterrand à l'époque. Pour présenter le projet de mettre des Macs en place dans les écoles, alors que le Mac était quand même un ordinateur largement plus avancé que ce qu'on a pu voir avec le TO7 ou le MO5 à l'époque. Et Steve Jobs avait même proposé de fabriquer une usine à Grenoble, enfin à côté de Grenoble, pour fabriquer des Macintosh. Non, elle était à Lannion. L'application nationale, quoi. C'était à Lannion. Lannion, voilà. Lannion en Bretagne, à côté de l'école. Ah, moi j'ai entendu en Grenoble, moi, mais bon, c'est pas grave. Non, c'était à Lannion, à côté de l'école supérieure de télécom. Et comment dire, le deal, c'était que l'usine était la plus avancée au monde. C'était l'usine identique à celle qui fabriquait le Mac en Californie. Même les Japonais n'avaient pas d'équivalent, et ils avaient proposé un transfert total de technologie. Et finalement, pour faire plaisir aux Lagardère et consorts, ça a duré 2 ans, hein, ça n'a fait qu'accompagner la fin de l'informatique en construction d'ordinateurs en France. On a loupé le coche, et Apple a été s'installer en face, enfin un petit peu plus au nord et à l'ouest à Cork, et moyennant quoi tous les services d'Apple maintenant sont basés à Cork, et on a vraiment loupé une occasion, parce que même si une partie la plus dynamique du corps enseignant s'en est emparée et a fait des choses avec, il y a beaucoup de TO7 et de TO9 qui sont restés dans les placards et qui n'ont pas servi. Alors sur le sujet, il y avait un gros effort sur le prix. Ouais. C'était il y avait la moitié le double de la mémoire du Mac 128 pour le même prix. C'était un Mac spécial éducation qui était fait exprès pour le marché français. Ouais, Gilles, on va pas trop refaire l'histoire, parce qu'on a énormément de sujets à passer en revue. Je vous rappelle qu'on est quand même une émission d'actu, donc on va pas trop revenir en arrière. Sur le sujet quand même, sur l'iBook Store, il y a un bouquin qui est gratuit que vous pouvez télécharger, qui s'appelle Passion Apple, qui est écrit par Jean-Luc Michel, qui a bossé justement avec plein de gens de l'époque sur ce projet, qui en parle en long et en travers. C'est très intéressant, c'est téléchargé, c'est gratuit, c'est bien fait, c'est un joli iBooks. Donc téléchargez-le. Et ben ok. Voilà. Jean-Luc Michel, Passion Apple. Eh ben ok, ça marche, c'est noté. Donc le sujet vous intéresse, courez sur macplus.net pour ce reportage très complet, avec aussi plusieurs vidéos, plusieurs interviews, et donc vraiment un tour d'horizon très complet de ce sujet que tu connais bien, Gilles, parce que c'est ta région, hein.
Oui, ils sont pas très sont là à 1h30, mais en plus les Landes étaient très en pointe sur ce truc de la e-éducation. C'était un coup de bol, quoi. Alors, on va changer de sujet. On va passer à un sujet tout aussi pratique et concret. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont encore un compte AOL pour se connecter à iTunes. Sans doute, parce que à une époque, AOL était quand même très très utilisé. Moi, le premier. Enfin, vous aviez peut-être un compte AOL aussi, non? Ah, j'en ai eu un compte AIM pour être plus précis. AIM, ça oui. vous rappelle quelque chose, hein, les premiers logiciels de messagerie AIM. Et dépêchez-vous de transformer votre compte AOL en compte Apple, parce que le 31 mars, vous risquez de tout perdre. Aïe aïe aïe. C'est un peu la fin d'une époque quand même, hein. Bah, c'est la fin d'un géant, quoi. AOL, qui a été à un moment qui était quand même AOL Time Warner, qui pesait plusieurs milliards de dollars et qui s'est écroulé avec la bulle Internet des années 2000. Et là, ils se sont recentrés sur des services, des choses comme ça. J'ai appris un truc intéressant, cela dit, apparemment, c'est qu'aux États-Unis, AOL, leur business principal reste toujours la téléphonie, la connexion Internet par téléphone broadband, par un modem. Sans blague. Je te jure que c'est vrai. J'ai vu ça il y a quelques jours, je te ressortirai l'article. Ça m'a scié aussi. Mais leur plus grosse source de revenus, ça reste la connexion Internet via modem. Mais oui. Bon. À ce sujet, la connexion RTC et le téléphone par la paire de cuivre, la fin est annoncée pour 2022. Ah. Oui. Et remplacée partout par la fibre. D'accord. En France. D'accord. Bon, on va passer au sujet suivant. On a trop de trucs à voir. D'ailleurs, j'ai quand même oublié un point très important, c'est que vous pouvez participer à cette émission, nous envoyer vos tweets, vos messages, vos questions avec le hashtag qui est en bas de l'écran. iWeekTV, les messages arrivent dans ce studio, donc on compte sur vos réactions, profitez-en. Apple, qui ne manque pas d'argent, continue de faire des acquisitions, et cette fois c'est un spécialiste des plugins et de tous les petits modules qui viennent agrémenter les logiciels d'édition musicale, qui seraient tombés sous la coupe d'Apple. Camel Audio, à qui on donne notamment le logiciel Alchemy, et plein de plugins. Apparemment, ils ont vraiment mis leur activité en sommeil. Je crois que leur adresse maintenant est la même que celle d'Apple à Londres. D'accord. Donc voilà, c'est soit une coïncidence, soit c'en est pas une du tout. Donc on peut s'attendre sans doute à ce que les technologies de Camel Audio rejoignent peut-être prochainement les logiciels d'Apple comme Logic, GarageBand ou peut-être même Final Cut Pro 10. Un petit tour du côté de la bourse de Wall Street pour voilà, au cas où vous seriez inquiet, l'action Apple va plutôt bien, hein. $133 hier soir pour une valorisation. Hein? Les pauvres gens. Ah, les pauvres gens, oui, les pauvres gens. Voilà, $133 pour une valorisation boursière qui frôle désormais 775 milliards de dollars. C'est simple, c'est la première valorisation boursière au monde. Presque le double du numéro 2, à savoir ExxonMobil, le groupe pétrolier. Bon, voilà, je pense qu'Apple a effectivement les moyens de se faire plaisir et d'acheter par-ci, par-là des petites boîtes, quoi, qui peuvent servir un jour ou l'autre. Ils peuvent même se permettre de faire un petit écart, d'acheter une boîte qui ne marche pas finalement si bien et pas faire grand-chose. Voilà, c'est pas très grave. Bah non, c'est pas très grave. Finalement, si ça marche pas, c'est pas très Rappelez-vous quand même, alors c'est là où c'est assez intéressant, c'est quand on revient un peu en perspective et qu'on se rappelle quand Steve Jobs est décédé que l'action Apple c'était fini, que voilà, qu'elle était à 40 et quelques dollars et qu'elle est remontée aujourd'hui, elle fait presque le triple. Entre-temps, il y a eu un split. Il y a eu les splits en plus. Hein. Oui, il y a eu les splits, bien sûr. Enfin, c'est ajusté, hein, je parle en ajusté. Donc, voilà. Elle faisait $48 ajusté à l'époque. Elle a été splittée, et aujourd'hui, elle en fait 130 et quelques. Bon, 133. C'est simple, elle a gagné 22% rien que depuis le 1er janvier. Mais Apple, c'est fini. C'est plutôt un bon placé. Apple, c'est fini. Il faut rendre, bien sûr. Il faut rendre l'argent aux actionnaires. Voilà, c'est ça. Tu sais, Benjamin, mon plus grand regret, c'est qu'un jour... j'ai le même que toi. Voilà, non, mais un jour, ma maman a préféré acheter des actions UAP que des actions Apple. Aïe.
Et ben moi, je peux te dire que le 12 janvier 2001, j'avais le courrier d'une banque américaine que j'avais contacté pour acheter des actions Apple. À l'époque, il n'y avait pas encore toute la facilité d'Internet. Voilà. J'avais le dossier, je l'avais là, j'avais plus qu'à signer et à le mettre à la poste. Et j'ai pas osé, j'ai eu peur de pas maîtriser les choses. Et voilà. Voilà, j'avais pas beaucoup d'argent, mais à l'époque, l'action était à $12. Et autant vous dire que depuis des splits, il y en a eu plusieurs. Et bon, voilà. Bref, on va pas refaire l'histoire. Je pense que voilà, c'est un des regrets, mais bon, ça. On peut pas vivre avec des regrets. Voilà. Tu les aurais peut-être vendus pour oui, sans doute. Construire le studio d'iWeek. C'est ce qu'il faut que je me dise, absolument. Allez, on marque une toute petite pause et on va crier ensemble Alléluia. Ah oui, alléluia, alléluia. Qu'est-ce que je vous ai dit il y a encore 15 jours, je pense. Je ne paierai pas. Je ne paierai pas, je refuserai jusqu'à mon dernier sou. I want my money back, comme avait dit Thatcher. Exactement. I want my money back. Exactement. Bon. Elle a mal fini. Pour elle a Thatcher. mal fini. Oui. Comme tout le monde. C'est vrai. Bon, alors, on va vous rappeler ce qui s'est passé. Si vous avez un MacBook Pro, en gros, fabriqué entre 2011 et 2013, et si vous n'avez pas plus de chance que moi, vous avez peut-être commencé à avoir des petits soucis d'affichage, avec des choses bizarres qui se passent à l'écran. J'ai trouvé sur YouTube la vidéo d'un quelqu'un que je ne connais pas, mais à qui il arrive le même genre de choses. Regardez, alors pour l'instant tout va bien, mais bah tiens, tout va bien ici, on diffuse toujours, mais regardez, cet écran qui fait des choses bizarres. Voilà, c'est assez agaçant. Il n'y a pas grand chose à faire d'autre que d'éteindre, de redémarrer, parfois de redémarrer 10 fois, 15 fois, 20 fois. Et puis... il y avait une solution simple, il suffisait de mettre la carte mère au four. Voilà. C'est pas joueur aussi. Je suis pas très joueur, non. Je suis pas très joueur. De cuisson, c'était bon, et voilà. Voilà. Alors, puisque ça m'est arrivé, je peux vous en parler. Moi, je suis allé dans un Apple Store il y a à peu près 6 mois. À l'époque, la class action aux US avait déjà commencé. Il y avait déjà 20 000 signataires sur la pétition. Et Apple a refusé de réparer à ses frais. On m'a présenté un devis à 650 € que j'ai refusé de payer comme pas mal de monde en me disant qu'un jour ou l'autre, cette histoire allait finir par se régler. Mais c'est vrai que c'est très, très agaçant. Ça m'a quand même bien gêné pendant 6 mois. Et je suis pas le seul. Donc la grande nouvelle, c'est que Apple a enfin reconnu le problème et donc a ouvert un programme de réparation, on va dire, d'extension de garantie. Alors sur ce problème-là bien particulier, donc ça a été officialisé par une page sur le site d'Apple. Alors très concrètement, les réparations sont possibles depuis le 20 février aux US. Elles seront ouvertes à partir du 27 février dans les autres pays du monde. Alors, pour savoir si votre Mac est concerné, il y a une page sur le site d'Apple que vous allez trouver assez facilement. Vous voyez, elle est assez basique. Vous allez juste entrer votre numéro de série dans la petite case que vous voyez. Et en fonction de votre type de Mac Book Pro et de son numéro de série, eh bien le site vous confirmera que vous êtes bien concerné. J'ai fait l'essai avec le numéro de série de mon MacBook Pro il y a 2 jours, ça marchait, mais étant donné qu'on n'est pas encore le 27 février, je pense que il faut attendre le 27 pour que les réponses soient complètes sur cette page. Ça m'indiquait pas que mon Mac était concerné, mais ça m'indiquait pas le contraire non plus. Je pense qu'il faut juste être patient et attendre encore 2 ou 3 jours pour avoir ces infos. Quand même, Apple reconnaît sa responsabilité, va prendre en charge les réparations. Et puis, c'est très important, Apple va rembourser ceux qui ont fait la réparation à leurs frais. Oui, ça, c'est une bonne nouvelle. Ça, c'est la procédure classique chez Apple. Alors, faut quand même comprendre un truc, c'est que déjà, le
pourquoi ça peut être si long entre le moment où il y a un problème détecté, une prise en charge, un programme de réparation mis en place. D'abord parce que je pense que le souci ici, c'est qu'il y avait un autre constructeur qui était impliqué, puisque c'est Nvidia qui fait la carte vidéo. C'est Nvidia, je crois, sur ces modèles-là. Ouais, c'est Nvidia, absolument. Donc évidemment, Nvidia a été impliqué dans pas mal de problèmes en général au niveau des cartes mères, on le sait, des cartes vidéo. Donc c'est assez classique en fait d'avoir ce genre de problème effectivement de programme qui est mis en place et qui prend du temps, parce qu'après pourquoi il faut déterminer quelles sont les responsabilités de chacun là-dedans, combien ça va coûter, les assurances qui vont prendre en charge éventuellement, etc. Là il faut remplacer toute la carte mère, donc c'est c'est la carte mère. Mais voilà, si c'est un problème parce que Nvidia a mal conçu son chipset ou a mal prévenu certains problèmes, etc. Derrière, il y a aussi des grosses histoires de gros sous qui doivent se mettre en place entre Apple et Nvidia. Donc forcément, Apple n'a pas envie de prendre en charge à ses frais si Nvidia est responsable derrière. Il faut se mettre aussi à la place d'Apple parce que 600 €, vous dites ouais bon Apple il marche bien sur le matériel, mais si sur un batch de machines ça leur coûte plus cher, c'est un petit peu désagréable on va dire. C'est sûr. Donc forcément ça prend du temps parce qu'il faut déterminer les responsabilités, il faut avoir des machines qui remontent pour reproduire le problème parce que c'est pas forcément toutes les machines qui auront le problème qui va arriver. Faut avoir un lot significatif de machines, il faut savoir sur quelle série de machines ça se produit, à partir de quand éventuellement une réparation est mise en place. Et ça a été le cas pour pas mal de machines Apple et régulièrement c'était le cas sur les problèmes de vidéo. Les iBooks ont eu ce problème-là, des PowerBook G4 à l'époque ont eu ce genre de problème. Et ça c'est souvent lié à la carte vidéo qui est aujourd'hui une source de pression très importante, en fait, peut-être même plus que le processeur. Parce que la carte vidéo aujourd'hui, vous faites tout avec, il y a aussi la 3D, etc. Il y a beaucoup de choses qui passent par la carte vidéo, donc forcément, quand il y a un problème, ça se sent assez facilement. Mais Gilles, c'est pas clairement la pression quand même le nombre de plaintes d'utilisateurs qui au bout d'un moment fait plier Apple. Il y a la pression amicale, on va dire, mais enfin plus ou moins amicale, mais sur le nombre, au bout d'un moment, ça devient incontestable. Et alors, quand vous avez quelqu'un au bout du fil, on vous dit des fois, vous êtes le seul, etc. Ouais. En général, c'est pas le cas, mais c'est la. Merci Internet quand même pour ça. Oui. Les forums d'utilisateurs. Hein. Ouais, il y a eu 4 millions de vues sur le forum, sur le site d'Apple consacré au sujet. Oui, puis en plus avec le problème qui est que lorsque ce genre d'article remonte, enfin ce genre de billets de discussion remonte sur les forums d'Apple, ils ont tendance des fois à vouloir enterrer un peu le truc, à couper la discussion. Du moins c'était le cas il y a quelques années, peut-être que maintenant c'est un peu assoupli sous l'ère Tim Cook, parce que Tim Cook, il y a aussi beaucoup de choses qui ont changé à ce niveau-là, au niveau de la communication d'Apple. Mais oui, bien sûr que la pression joue, mais c'est normal. Après, quand tu as un problème qui est rencontré par beaucoup de monde, forcément, plus il y a de monde qui le remonte, plus Apple va se dire il y a quand même peut-être un loup, et il va peut-être falloir analyser la situation. C'est logique, je dirais. Mais attention, quand je dis ça, je dis c'est bien, ils ont peut-être pu reprendre leurs responsabilités plus tôt. Maintenant, comme d'habitude, on n'est pas derrière pour savoir ce qui se passe sur toute la chaîne pour savoir pourquoi ça a été si long en fait. C'est toujours la même question. Ouais. On aimerait que ce soit plus rapide, malheureusement, je pense que pour des genres de cas, c'est pas forcément évident que ce soit rapide. Voilà, en tout cas, si vous êtes concerné, vous allez pouvoir faire réparer votre MacBook Pro, et si vous avez déjà fait la réparation, vous allez pouvoir vous faire rembourser. Ça, c'est quand même une super nouvelle. Ouais, Gilles. Et puis, tu l'as souligné, ils ont des marges de manœuvre financières qu'ils n'avaient pas il y a ne serait-ce que 5 ou 6 ans. Hein. Donc, ils peuvent être un peu plus arrangeants. Bah oui, mais tu vois, c'est vrai. En même temps, quand on va, moi j'ai fait la démarche moi-même, donc je peux te le dire. Je pensais, vu l'ampleur déjà du problème que tout le monde connaissait déjà, qu'ils allaient faire un geste, en fait, le geste c'était de me tendre un devis. Hein, c'était tant qu'il n'y a pas une décision au niveau corporate, c'est normal. C'est très aléatoire. Quand on va dans un Apple Store, c'est vraiment pile ou face. Parfois, des gens vont dans un Apple Store avec un iPhone dont la vitre est cassée, on leur remplace en 2 secondes sans poser de questions. Dans certains cas, on leur facture. Alors là-dessus, il y a 2 trucs. Là-dessus, je pense qu'il y a un critère très simple. Hein. Déjà, si ça vous arrive, restez courtois et cool dans toutes les circonstances quand vous avez un problème. C'est pas un incendie. C'est comme avec la police. Mais c'est comme si vous incendiez un technicien qui est pour rien pour le problème que vous avez parce que vous avez pété votre iPhone et que c'est votre responsabilité. Ne demandez pas forcément de réparation gratuite, mais ok, vous assumez le coup, machin. Si vous êtes cool et que c'est sympa, forcément, le technicien derrière en face de vous sera sympa et prendra peut-être en charge effectivement la réparation aux frais d'Apple. Un cas rigolo, par exemple, il y a pas longtemps, je sais pas si non, c'est pas ici que j'en avais parlé, je crois, mais j'ai vu une fois un MacBook
qui était remplacé, enfin qui a été réparé par Apple pour un problème de clavier qui marchait plus, ou trackpad qui marchait plus. Ouais. Ils ont remplacé un clavier complet aux frais, à leurs frais, au grand plaisir du client qui était à côté, enfin qui a reçu sa machine. Donc le Genius est arrivé, il a fait bah écoutez, j'ai vu la machine, bon il y a un problème, mais en fait c'est votre trackpad, on va vous le changer gratos, et tout le clavier en fait on vous le change gratos, et merci, bonne journée. Le client est ravi, ça fait un client satisfait. C'est sûr. C'est tellement mieux en termes d'image que de dire écoutez monsieur, tant pis, votre trackpad il marche pas, c'est 100 €. Ouais, c'est au cas par cas, je pense aussi. Mais c'est normal que ce soit au cas par cas. Moi, je sais que évidemment, quand les gens me demandent de l'aide et qu'ils sont sympas, je suis plus cool que quand ils arrivent en m'insultant. Mais ça, c'est moi. C'est sûr. Premier conseil, être sympa. Restez courtois, restez sympa. Moi, j'ai eu une fois un échange de batterie sur un iPhone qui était plus sous garantie. Ils me l'ont fait quand même parce que j'ai demandé gentiment, et puis voilà. Puis il suffit d'être poli, puis c'est tout. Ouais. Voilà, bon conseil. Un autre truc, le fait d'avoir pris l'Apple Care, qui est l'extension de garantie et le support utilisateur au téléphone, fait que les réparations hors garantie sont faites souvent de façon plus libérale et plus systématique. Moi, alors pour être tout à fait honnête, dans mon cas, j'avais toujours pris l'Apple Care sur mes Mac portables, et sur celui-là, j'avais oublié de... Tu sais, comme on a un an pour la prendre, en général, j'achète le Mac et puis je prends l'Apple Care avant la fin de la première année, et là, j'avais oublié, et donc, voilà, là, pour le coup, j'avais pas justement cette... j'avais pas cette carte à jouer, quoi. Une petite info intéressante à savoir, si on vendait une machine pendant la durée de l'Apple Care, désormais l'Apple Care peut être transmis à votre nouvelle machine. Ah bien, au nouvel acheteur. Parce avant il était accédé avec l'ordinateur. Maintenant, vous pouvez très bien garder le bénéfice de votre Apple Care et le transférer sur un autre ordinateur que vous venez d'acheter, par exemple. Ah, je savais pas ça. Au prorata de ce qui reste, alors. Au prorata de ce qui reste, évidemment. Ah, c'est pas mal. Mais ça évite d'avoir à se dire, tiens, j'aurais payé. Bon, c'est faisable. Ok, super. Bon, on va changer de sujet. On va passer des Mac aux iPhones avant de parler de l'Apple Watch, évidemment. Il nous reste une vingtaine de minutes, pas plus. Donc, il va falloir qu'on se serre les coudes. Voilà, exactement. Alors, on parle du prochain iPhone qui serait pas un iPhone 7, mais qui serait un iPhone 6S. Ce qui est normal. Ce qui est normal. Ah bon. Ça a toujours été comme ça, Benjamin. Ouais, je sais, mais bon, tu sais, iPhone 6S, ça fait moins rêver qu'iPhone 7, quoi. Bah oui, mais c'est ce qu'ils ont fait chaque année. On a des contrats, vrai, même si c'est de moins en moins. On est toujours impatients, tu sais. Mais non, on a toujours des contrats de 24 mois, en majorité. Voilà, alors, je pense que le problème, c'est qu'Apple... Alors, dis-toi juste qu'un truc, c'est que déjà, Apple, les iPhones, ils en vendent, vous avez vu, par millions. Même s'il est pas ceci, pas cela, selon les analystes informatiques, il se vend plus qu'aucun téléphone s'est jamais vendu. Et aujourd'hui... Apple fait un design qui effectivement va durer 24 mois, comme l'a signalé Gilles. On le sait, c'était le cas, 4S, 5S, donc 6S. Donc là, pour la news, il n'y en a aucune. Je dirais, on le savait déjà depuis, c'est quasiment écrit depuis des mois. Bon. Alors la subtilité, c'est que est-ce qu'Apple va continuer à faire du 5C ou Moi, la question que je me pose, si tu veux, c'est pas tellement savoir ce que sera le nom du prochain iPhone et qu'est-ce qu'il y aura dedans, c'est est-ce qu'Apple va continuer à faire des modèles 4 pouces, 4,7 et 5,5, ou est-ce qu'ils vont dire tiens, on va abandonner complètement le 4 pouces, ce qui m'enquiquerait un petit peu personnellement, parce que moi je suis plutôt fan du 4 pouces plus que des grands écrans. Ouais, c'est mon avis. Le 6 c'est trop grand pour toi? Moi j'ai testé celui de mon épouse, j'ai du mal, mais après c'est chacun fait comme il sent. C'est question vraiment de feeling, de goût. Moi personnellement je reste fan du 5S, mais peut-être que si j'essayais un 6, longtemps, apparemment il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils ont été convaincus par le 6, voire par le 6 Plus, sur le long terme. Ouais. Mais il y a aussi des utilisateurs qui ont pris des 6 ou des 6 Plus qui l'ont ramené parce que finalement c'était trop gros. Donc à voir, mais je pense que Apple continuera à faire un petit modèle. Le 5S sera remplacé peut-être par un 6 mini, je sais pas comment ils l'appelleront à ce moment-là, et qu'il y aura toujours le 6S et le 6S Plus. Alors le problème c'est les noms, après c'est vraiment des noms à rallonge. Alors tu sais, si on en parle ce soir, Guillaume, c'est pas tellement
pour le nom, mais c'est plus parce qu'apparemment Samsung aurait décroché la fourniture de au moins 50% des puces mémoire de cette nouvelle génération. Ça représente quand même plusieurs milliards de dollars. Pour eux, c'est là-dessus. Vu ce que Samsung a perdu sur le reste. Voilà, c'est un petit rappel aussi que Apple et Samsung, qui ont quand même passé beaucoup de temps dans les tribunaux ces dernières années, sont aussi des partenaires industriels presque forcés. Enfin, ils peuvent pas vraiment faire autrement. Ils ont besoin l'un de l'autre. Hein. Non, mais après, c'est Samsung Semiconductor, c'est autre chose. Enfin, c'est pas la. Sûr. Non, c'est le comment dire. C'est la montée en gamme du constructeur de manière à tirer davantage d'argent et de valeur de ce qu'il fabrique. Le truc, c'est que Samsung est le plus gros fabricant de mémoire flash, et Apple le sait parce que depuis 2005, ils achètent d'avance la production dont ils auront besoin pour l'année, et donc ils ne peuvent pas faire autrement. Donc, d'ailleurs, ils ont été assez durs judiciairement parlant, mais ils ont toujours été assez raisonnables pour ne pas insulter l'avenir, ne serait-ce que parce qu'il y avait des contrats qui étaient signés et qui couraient sur plusieurs années. L'usine d'Austin au Texas qui fabrique les puces à quelque chose a été fabriquée. Puis à 6, à 7, à 5, a été fabriqué spécialement pour Apple, pour fabriquer ces puces-là. Donc, il faut... Alors, il y a TSMC, je crois, qui est dans la boucle quand même, parce que... qui aurait décroché le reste, apparemment. Oui, voilà. Parce qu'ils sont un peu échaudés. Ils évitent de se mettre dans la main d'un seul fournisseur maintenant. Voilà. Puis, il faut faire payer un peu aussi... Samsung qui souffre également maintenant sur le semi-conducteur parce que Apple a diversifié au fil des années, réussi à diversifier ses fournisseurs, ses approvisionnements. Bon, ce sont évidemment pas des photos officielles, mais ce sont des concepts, des rendus photoréalistes de ce à quoi pourrait ressembler. Voilà. Je sais que plus le temps passe, et plus ce genre de truc m'afflige. Hein. Mais c'est toujours aussi bien fait, hein. Non, mais c'est bien fait, mais bien sûr. Mais tu sais, moi j'ai vu j'ai vu plein. Comment c'était le film que j'ai vu hier soir j'ai vu les nouveaux héros, qui est très bien comme dessin animé. Ah, très bien. Voilà, mais c'est super bien fait. Mais voilà, après, aujourd'hui technologiquement, on peut faire tout et n'importe quoi au niveau de l'image, mais c'est pas ce qui me fait rêver. Bon, 2-3 news alors pour rester dans le. Il faut dire pourquoi 24 mois. Surtout parce que on continue à vendre des forfaits de 24 mois avec la subvention. Notamment même si Apple a fait le forcing pour éviter de se mettre là aussi dans la main du distributeur qui était l'opérateur et qui avait éventuellement intérêt à vendre autre chose que de l'iPhone, si jamais des Coréens, par exemple, pour pas les nommer, avaient sorti le carnet de chèques et faisaient des marges arrière. Allez, il nous reste une grosse dizaine de minutes, 2-3 infos avant qu'on passe à l'Apple Watch. Je veux absolument qu'on en parle. Des infos plus concrètes, plus proches de nous. D'abord, un mot d'iOS 8.3. Donc qui est en cours de développement avec 7 nouvelles langues qui vont arriver: le russe, le danois, le hollandais, le thaï, le turc, le suédois et le portugais, plus une variante de l'anglais qui est le néo-zélandais. Voilà, si vous êtes concerné, ça vous fera sans doute plaisir. Et puis une autre amélioration, on va dire, dans cette nouvelle version d'iOS, ce sont des emojis. Des emojis, mais alors avec chaque visage va exister dans 5 tonalités de peau différentes, on va dire, pour refléter la diversité. Voilà, en fonction de chaque visage, on pourra choisir pour être clair, du plus clair au plus foncé, voilà, pour que chacun. Et avec des couples du même sexe aussi. Voilà, pardon. Et avec des couples de même sexe aussi. Ah, j'avais pas vu ça. Et oui, pour représenter la diversité, il y a aussi maintenant des couples de même sexe qui sont inclus. Très bien, très bien. Bon, est-ce que ça vous fait peur, cette image ? Oh là là, je suis terrifié, je vais me cacher. Bon, la première image, c'est T-Mobile qui dévoile cette photo de profil du Galaxy S6 de Samsung qui sera dévoilé dimanche
à la veille de l'ouverture du Mobile World Congress à Barcelone. Voilà, c'est le PDG de T-Mobile, l'opérateur américain, qui a tweeté cette photo. Benjamin, ouais. je fais l'ironique, mais en même temps, ce serait la nouvelle iPhone. C'est pareil, pour moi, les iPhones, enfin les appareils aujourd'hui sont tellement tous ressemblants qu'il n'y en a aucun qui me fait plus rêver qu'un autre. Enfin, c'est tout. Donc, je dégage une certaine ironie là-dessus. Mais c'est vrai que aujourd'hui, c'est tous des écrans avec un bouton dessous, sur le côté, voilà. Donc, c'est pas ça qui me fait rêver. Ce qui est intéressant, c'est ce qu'on fait avec. Ouais. D'ailleurs, tu as vu que les pubs Apple aujourd'hui mettent l'emphase sur qu'est-ce que vous faites avec votre appareil. C'est pas les caractéristiques technologiques qui déterminent l'appareil finalement, c'est ce qu'on fait avec, et c'est l'intégration logicielle matérielle. Ouais. It's all about software, stupid. Quand même, cette photo semble confirmer que c'est un progrès où ça en est pas un, mais que le Galaxy S6 aura des bords incurvés, avec sans doute un retour de l'écran incurvé lui aussi, comme sur le Galaxy Edge, qui permettait d'afficher des messages sur la tranche. Voilà. Bénéfice pour l'utilisateur. Je suis pas sûr que beaucoup puissent offrir le Galaxy Edge, où voilà, il a une durée de vie assez courte et assez brève, mais c'est pas un succès. Et puis voilà, alors après pourquoi pas, parce que peut-être qu'il y a des choses, comme je dis, moi c'est pas la photo qui me fera rêver, c'est les usages. S'ils font des usages intéressants, pourquoi pas. Ouais. Bon, voilà. Vous voyez là en tout cas l'une des vidéos teasing de ce prochain Galaxy qui sera dévoilé donc dimanche à Barcelone à partir de 18h30 heure française. On y sera et vous le verrez dès lundi matin sur Watch, évidemment. On passe au dernier gros morceau de cette semaine. Évidemment, parce que ça va nous occuper énormément pendant les semaines qui restent jusqu'au mois d'avril. L'Apple Watch, avec toujours pas mal de questions en attendant cette éventuelle keynote au cours de laquelle on aura enfin tous les détails sur la montre. Alors, une idée intéressante, on le voit sur ces images. Est-ce que vous pensez que le bouton qu'on appelle la couronne digitale, la Digital Crown, sera personnalisable comme on semble le voir ici? Je sais pas, qu'est-ce qu'il y en a sur la page d'Apple, c'est le cas? Je crois que sauf erreur, ces photos sont des photos d'Apple, elles sont pas... D'accord. C'est que apparemment, oui, ce serait personnalisable, je pense. Alors après, est-ce que ce sera fait, j'en sais rien, mais... Dan Moren, qui a écrit cet article, qui est un ancien de Macworld, lance une hypothèse assez délirante, mais il se demande si c'est sur l'Apple Edition, donc la version la plus chère, la version en or, si la face du bouton ne sera pas en fait un petit écran. Non, je pense pas. Qui pourra donc afficher la couleur de son choix en fonction du changement de bracelet. Voilà. Non, ça me semble un peu trop tordu parce que c'est un peu trop délirant, un peu trop coûteux et puis pourquoi le réserver dans ce cas-là? Enfin oui, pourquoi pas sur la version luxe, mais parce que ça sera une montre à plus de $5,000, c'est pour ça. Ah de toute façon, c'est même, on annonce plutôt à 10 000 ou 20 000. 10 000, oui. 10 000 Ah bon? C'est ce que vous avez entendu? Je suis retombé sur un article de Daring Fireball, donc de John Gruber, qui en parlait il y a pas longtemps, qui lui qui expliquait que le jour du lancement de la Watch, donc il était chez Apple, et qu'il y avait un gars qui était spécialiste des montres qui était avec lui, et le gars lui disait ouais, $10,000 minimum, mon gars. Oui, on est dans le luxe. Donc forcément. Là, c'est vraiment du luxe. Bon, on rappelle c'est une montre en or, donc forcément, elle va coûter plus cher. Oui, mais elle coûtera beaucoup moins cher que ce que les fans de montres sont habitués à payer d'habitude. Bien sûr. Donc c'est plus pour un gadget et une façon d'afficher. On a déjà parlé, mais c'est pas un marché de la montre pour les geeks. Pour monsieur tout le monde, quoi, voilà. Non, c'est pas pour les geeks. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a fait des montres, des smartwatches qui étaient pour les geeks. Aujourd'hui, c'est la montre pour monsieur tout le monde, et monsieur tout le monde, ça va jusqu'à monsieur qui est pas forcément tout le monde, mais qui a plus de moyens et qui veut s'afficher avec un objet très cher. Bon, Gilles, est-ce que toi aussi tu as eu cette confirmation de la présence d'Apple Watch déjà dans les Apple Store en France? Alors, évidemment pas disponible pour les clients, mais en tout cas dans l'arrière-boutique, quoi. Pas officiellement ni off the record, non. Mais elle était annoncée pour la mi-février. On y est depuis une semaine. Et s'ils veulent réussir le lancement mondial, il faut qu'elle soit partout, y compris en France. Ah non, mais attends, Gilles, je parle pas de sa disponibilité. Je parle du fait que il y a déjà aujourd'hui dans les Apple Store en France des exemplaires 1 ou 2 d'Apple Watch pour que les employés
commence à s'y habituer. C'est ça que je veux dire. Oui, mais si le lancement doit être à la même date, à peu près dans toutes les pays de la mode, comme on avait dit, ensemble, il faut que les genius ou les employés qui seront chargés de présenter la montre, comme il y avait des employés iPhone, soient formés en même temps pour qu'il n'y ait pas de couac et qu'il n'y ait pas de raté. Ouais. Donc si ça commence aux États-Unis, ça commence forcément en France et en Angleterre et en Espagne, Italie, etc. Ouais, alors en tout cas, l'intérêt pour les montres connectées, il est facile à mesurer parce que vous connaissez peut-être cette start-up qui s'appelle Pebble, qui avait fait un carton déjà sur Kickstarter. Alors c'est simple, vous le voyez ici, le chiffre au centre de l'écran, c'est un chiffre qui était à 0 à 16 heures heure française, donc il y a moins de 5 heures. Ils ont lancé le projet à 16h et donc en 4h55 minutes, près de 20 000 personnes ont déjà donné près de 4 millions de dollars pour s'engager sur ce projet de montre. Donc c'est la nouvelle Pebble qui s'appelle la Pebble Time qui va sortir au mois de mai. Et, mon conseil, moi, plutôt que de mettre votre argent... Mais au lieu de mettre votre argent sur Kickstarter pour une montre moche, donnez plutôt pour Watch TV sur Patreon, et puis ce sera bien mieux, bien plus intelligemment investi, parce que regardez comme elle est moche, quand même c'est pas très beau, quoi. Elle est moche, mais elle ne coûte entre guillemets que $199, ce qui est déjà un avantage. Elle a un gros avantage, elle tient une semaine sur batterie. Une semaine sur batterie, absolument. Et c'est un écran e-ink couleur, donc encre électronique, donc c'est ce qui permet notamment d'offrir cette autonomie. À savoir quand même les possibilités offertes pour les utilisateurs d'iPhone avec la Pebble sont moins intéressantes que celles qui ont un téléphone Android. C'est-à-dire, il y a des limitations, par exemple, sur le fait que je crois qu'il y a des fonctions de réponse sur le téléphone, des choses comme ça qui ne sont pas disponibles avec l'iPhone. Ah, parce que c'est vrai qu'on peut, on peut désormais, alors c'est pas officiel, mais on peut désormais interfacer un iPhone et une montre sous Android depuis quelques jours. Ouais. Bon, ça vous fait pas rêver la Pebble, l'un et l'autre? Pas la montre, mais alors je vais répéter ce que je dis. Les montres en général me font pas rêver, donc si tu veux, le problème c'est que là-dessus, on sent qu'il joue pas le côté, il joue un côté grand public, pas cher. Donc à la limite, c'est peut-être plutôt le côté je sais plus, c'est la Swatch, si vous voulez, des c'est pas mais Apple va pas attaquer le marché de la Swatch, ils vont attaquer du côté plutôt un peu plus élevé, Casio, Rolex et autres, on va dire un peu plus costaud, on va dire en termes de tarification et en termes de fonctionnalité et autres. Gilles, la Pebble, ça t'intéresse pas? Non, puis l'Apple Watch, je me demande qu'est-ce qu'il va y avoir dessus qui va me faire prendre une montre de ce prix, alors que, comme tout le monde, j'ai pris l'habitude de regarder l'heure sur là-dessus, Gilles, la réponse elle est simple. Quand tous les gens disaient mais pourquoi je prends un iPod, je filais un iPod entre les mains et au bout de 10 minutes il me disait il faut un iPod. Voilà. Ouais, mais la réponse est évidente sur la musique. Là, oui, on peut parler à la Pebble Time aussi, hein. Oui. Ouais, mais pas sur Mac, pas avec l'iPhone. Mais Gilles, le problème c'est que la montre, on a déjà parlé, mais ça fait pas forcément appel à la logique, ça fait appel à l'émotion. Donc en fait, tant que tu n'as pas l'objet entre les mains, tu ne vas pas forcément pouvoir réagir et te dire je vais l'acheter ou pas. Ouais. C'est bien pour ça que je dis, j'attends de voir. Bon, en tout cas, mais on connaît les produits Apple depuis. En tout cas, je suis comme toi, cela dit, mon anniversaire c'est bientôt. Voilà. Bon, en tout cas, ils visaient $500,000. Ils ont déjà récolté 4 millions en 5 heures, donc ça va être un énorme succès. Merci beaucoup Gilles et merci beaucoup Guillaume. C'était un plaisir de vous retrouver. J'ose même pas vous montrer tout ce qu'on avait encore à se dire parce qu'il aurait fallu 2 heures d'émission ce soir, mais c'est pas grave. Ça nous fera, au pire, s'il se passe rien cette semaine, ça nous fera des cartouches pour la semaine prochaine. Merci beaucoup de votre fidélité à iWeek. Merci les garçons. Et on se retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit, 20h, pour un nouveau numéro d'iWeek sur Watch TV. Et comme je dis à la fin de chaque émission, après avoir cliqué au bon endroit, salut à tous!